Bonjour à toutes et tous. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sésame à ce webinaire sur les activités sociales et culturelles. Sésame étant un regroupement national de 5000 CSE qui accompagne depuis 40 ans les élus sur leur mission économique, professionnelle, mais aussi sociale et culturelle. Avant de commencer ce webinaire, quelques éléments techniques. Ce webinaire est enregistré, donc vous pourrez le réécouter à tout moment, ainsi que le partager également. Vous allez recevoir les liens. Vous pourrez également poser des questions dans le module questions-réponses. Étant donné la durée de cette présentation qui risque peut-être, je vous en préviens, de déborder, mais peut-être, nous synthétiserons vos demandes et nous vous ferons un retour a posteriori à l'ensemble des participants. Pour autant, vous pouvez utiliser le module discussion pour échanger entre vous. Vos caméras et vidéos sont coupées et vous recevrez également par mail le replay et la présentation qui vous est faite aujourd'hui. Pour la mise en place de cette technicité, je remercie Jordan de notre Fédération Sésame pour son concours et ses compétences qui, dans l'ombre aujourd'hui, sera à nos côtés pour tout problème technique et animer ce webinaire aussi sur la technicité. Je me présente, je suis Sylvie Paquet, je suis formatrice à Sésame Auvergne-Rhône-Alpes et je serai accompagnée pour animer ce webinaire par Kevin Lambert, qui est également formateur à Sésame Grand Est. Et nous avons aussi, et nous avons également le plaisir, et je les en remercie, nos invités, Lilian Nobilet, directeur du CSE Michelin à Clermont-Ferrand, et Laurence Pivard, secrétaire du CSE Actemium en Alsace. Merci à vous deux. Donc, plus que jamais aujourd'hui, la question se pose autour des activités sociales et culturelles et ce qui relève de ce champ en rapport à vos missions, vous en tant qu'élus. La pandémie Covid-19, donc aujourd'hui, est une crise sanitaire, mais pas seulement. Elle a vraiment de graves conséquences économiques, mais aussi elle s'accompagne d'une vraie crise sociétale, car elle nous demande de nous réinterroger sur nos modes de vie. Vous-même, si on se place sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, pour lequel vous êtes présent, vous vous êtes sûrement questionné et vous le faites sûrement encore. Quelle activité sociale et culturelle proposer en rapport à ces bouleversements et surtout sans avoir de lisibilité sur l'avenir? Ce webinaire va vous permettre de redéfinir qu'est-ce qu'est une activité sociale et culturelle, de réfléchir peut-être à une nouvelle politique ASC, et tout ceci avec la plus grande vigilance sur leur mise en place et la réglementation qui l'accompagne. Donc, je vais partager mon écran. Qu'est-ce qui va être notre programme pour cette petite heure passée ensemble? Qu'est-ce qu'une activité sociale et culturelle avec une définition, une notion de discrimination, la modulation des ASC? Vous aurez un petit sondage qui sera complètement anonyme auquel nous vous demanderons de répondre, animé par Jordan, et un petit mot sur le budget des activités sociales et culturelles. Ensuite, donc, nous aurons Lilian Nobilet et Laurence Pivard qui nous feront des témoignages sur la pratique des activités sociales et culturelles au sein de leur CSE. Ensuite, on essaiera de répondre à la question politique, activités sociales et culturelles, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Et pour finir, Kevin donc, nous fera une présentation sur l'URSSAF, les risques, comment sécuriser le CSE. Donc, qu'est-ce qu'une activité sociale et culturelle? Que dit le Code du travail? Vous avez, à chaque fois, je vous ai mis les articles du Code du travail que vous pouvez retrouver. Donc, en bas, à gauche de cette présentation. En fin de compte, il y a une absence de définition légale des activités sociales et culturelles. Aujourd'hui, vous avez quelque chose qui dit « Le comité social et culturel assure, contrôle ou participe donc, de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise en priorité aux bénéfices. »
Donc, vous pouvez remarquer que la notion d'activité sociale et culturelle n'est pas du tout définie. On peut dire que le Code du travail est vraiment muet et cela n'a pas été redéfini non plus avec les ordonnances Macron. Cet article, si vous voulez, est plus là pour vous assurer le monopole des activités sociales et culturelles et que l'employeur, à moins d'un accord avec vous, élu, ne peut gérer des activités sociales et culturelles. Ça se rencontre, hein. Nous, dans nos formations, on rencontre des gens qui, effectivement, où l'employeur a la main sur des activités sociales et culturelles et que vous avez du mal à revendiquer ce droit. Pour autant, si, effectivement, il y a une délégation à l'employeur, il subsiste quand même un contrôle du CSE. Au fil des années, on est passé du paternalisme à l'indépendance de la gestion des œuvres sociales définies comme telles avant 1945 et repris dans la loi du 22 février 1945 qui a créé les comités d'entreprise. Cette notion de monopole a été maintes fois confirmée par la jurisprudence, sachez-le. À chaque fois qu'un CE est monté au créneau, ils ont gagné. Pour mémoire, et donc je vais citer effectivement le CE Michelin, qui a eu 25 ans de procédure, 15 décisions judiciaires, dont 4 arrêts de la chambre criminelle pour revendiquer cette gestion des œuvres sociales, puisque c'est comme ça qu'on les appelait. Si on reprend cet article du Code du travail, donc on dit effectivement qu'elles sont établies dans l'entreprise en priorité au bénéfice de qui? Donc c'est au bénéfice, pardon, j'ai un petit souci technique, des salariés. Donc, qu'est-ce qu'on entend par salarié? Tout salarié qui a un lien contractuel avec l'employeur. Toute personne présente dans l'entreprise qui a un lien contractuel avec l'employeur est considérée comme salarié. Donc, toutes ces personnes ont un accès obligatoire aux activités sociales et culturelles. En ce qui concerne les anciens salariés, pré-retraités, retraités, quelquefois les intérimaires que vous pouvez accueillir, là, c'est un accès facultatif ou les salariés mis à disposition. Concernant cette catégorie de salariés, si vous voulez, l'accès leur est limité en général aux installations, aux restaurants collectifs aussi, restauration collective, la bibliothèque. Donc, voilà. Ensuite, de leur famille. Ce qui est important, c'est de définir cette notion de famille. Elle peut être limitée aux conjoints enfants, donc, ou les personnes vivant au foyer. Donc, j'attire votre attention de bien définir cette notion de famille quand vous allez mettre en place une politique d'activité sociale et culturelle. Et par exemple, si vous avez 2 enfants d'un couple qui travaillent dans la même entreprise, ils auront bien 2 cadeaux de Noël. Attention à ça, hein, parce qu'on rentrerait dans un cas de discrimination. Et la 3e catégorie, c'est les stagiaires. Ça a été fait par la loi donc de 2014 qui avait mis en place les délégations uniques du personnel. Alors, en général, les stagiaires, étant donné que vous mettez pour la plupart d'entre vous, même si je ne vous connais pas tous, des conditions d'ancienneté dans l'entreprise, les stagiaires ont rarement accès aux activités sociales et culturelles puisqu'il faut qu'ils aient au moins 3 mois de présence. Donc, le stagiaire étudiant de l'école, du collège qui va venir passer une semaine n'aura pas effectivement droit aux activités sociales et culturelles. Si on continue dans cette définition, du coup, il est dit donc que, encore en appui avec l'article du Code du travail, que les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou anciens salariés de l'entreprise et de leurs familles comprennent. Donc, je vais vous énumérer ça. Des institutions sociales de prévoyance et d'entraide, telles que des institutions de retraite et des sociétés de secours mutuels, des activités sociales et culturelles tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances, les activités sociales et culturelles ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive, les institutions d'ordre professionnel ou éducatif
attachés à l'entreprise ou dépendants d'elle, tels que les centres d'apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d'études, les cours de culture générale, mais aussi les services sociaux chargés de veiller au bien-être du salarié dans l'entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l'entreprise, mais aussi de coordonner, de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité social économique et par l'employeur. Le service de santé au travail institué dans l'entreprise. Vous voyez que ce que je viens d'énumérer, ça permet un repère et ce n'est pas du tout d'actualité, plus du tout adapté, hein, c'est très vieillissant comme définition, en tout cas comme liste. Du coup, ces évolutions des activités sociales et culturelles vous ont conduit, vous, à être force de proposition et d'initiative pour effectivement avoir cette amélioration des conditions de travail et de vie des salariés en cohérence avec ce règlement 2312-35 du Code du travail. Aujourd'hui, la jurisprudence considère que cette énumération que je viens de vous faire n'est pas limitative et accorde la qualification d'activité sociale et culturelle à des actions qui ne sont pas directement énumérées dans cet article du Code du travail. Bien entendu, au fil du temps, c'est vous, élus, qui avez imaginé et proposé aux salariés des nouvelles activités sociales et culturelles au regard, on peut dire peut-être de deux choses. La situation des salariés, je veux dire quoi par là? C'est l'augmentation du temps libre. La mise en place des RTT ont vu une explosion de personnes qui sont parties en week-end, le vendredi, samedi, dimanche, par exemple, puisque beaucoup de personnes sont en RTT le vendredi. Aussi, le changement dans la composition de la famille, où on a beaucoup de familles monoparentales, donc vous avez été obligé un petit peu de vous adapter. Mais aussi sur le besoin des salariés, qui est grandissant sur le fait de se divertir, de se cultiver, de créer du lien social et d'améliorer surtout leur qualité de vie. Aujourd'hui, on peut, si vous voulez, pour nous, avec l'analyse que nous en faisons à Sésame, avoir deux approches. Une approche plutôt comptable des activités sociales culturelles et une approche qui est plus gestionnaire et politique. En général, celle-ci qu'on retrouve un petit peu plus, mais toujours essentiellement avec deux paramètres. Le budget que vous avez à votre disposition et surtout les attentes exprimées par l'ensemble de vos salariés, collaborateurs, collaboratrices. Voilà, c'est bien deux paramètres en général que vous allez écouter et que vous allez prendre en compte pour avoir une politique d'activité sociale et culturelle, en tout cas gestionnaire, bien évidemment, et vraiment sur le côté politique. Donc, entre promotion du pouvoir d'accès, c'est-à-dire d'accès à la culture, aux activités sportives, aux vacances, et j'ai envie de dire augmentation du pouvoir d'achat des salariés, on peut dire quelquefois que votre cœur balance. Mais j'ai envie de dire que votre quête de sens ne s'exprime pas uniquement dans le choix des activités sociales et culturelles. Vous devez, me semble-t-il, également vous positionner sur un deuxième axe, celui des critères d'accès, mais surtout des critères de subventionnement. Vous voyez, il y a vraiment deux choses en parallèle. On peut être soit sur une forme de solidarité interne, avec une redistribution, avec un principe effectivement de solidarité basé souvent sur le quotient familial, peut-être que ça parle à certains d'entre vous qui êtes là ce matin, ou sur une forme de généralité avec les mêmes droits pour tous. Quel que soit qui je suis dans l'entreprise, que je sois cadre ou non cadre, c'est la même chose pour tout le monde. Aujourd'hui, par rapport à cette liste que je viens de vous faire du Code du travail, si on listait les activités sociales les plus courantes, on retrouve les vacances familiales, donc des locations, des appartements qui peuvent vous appartenir, camping, mobil-home, du linéaire, des voyages que vous organisez, week-ends, des activités sportives, culturelles, de loisirs, les fêtes de fin d'année, avec des chèques cadeaux aux salariés, aux enfants, ou des cadeaux en nature aussi aux enfants, les colonies de vacances, centres aérés, l'offre de billetterie que vous subventionnez ou pas, les chèques vacances,
et plus rarement des ateliers, bricolage, cuisine, concours photo. Et bien entendu, une autre chose, si vous voulez, qui peut-être n'a pas une terminologie activité sociale et culturelle, tout ce qui est l'offre de vente groupée. Ça doit vous parler des parfums, des vins, des produits alimentaires. Sachez que quand même 60% d'entre vous ont effectivement l'offre de vente groupée. Pour continuer donc dans cette définition, 2 modes de gestion sont possibles aujourd'hui sur les activités sociales et culturelles. Une gestion déléguée. Déléguée où? Au CSE central. C'est très rare, mais ça arrive. Donc Laurence pourra peut-être nous le dire, puisque nous en discutions en amont. Mais plutôt, les comités socio-économiques centraux sont plutôt donc axés sur les attributions économiques et professionnelles. C'est plutôt leur rôle, si effectivement il en existe un. Ensuite, il y a un article du Code du travail qui parle d'un comité des activités sociales, activités sociales et culturelles interentreprises. Donc, ça, c'est lorsque plusieurs entreprises possèdent ou envisagent de créer certaines institutions sociales communes. Dans ce cas-là, les comités sociaux intéressés constituent un comité des activités sociales et culturelles interentreprises, investis des mêmes attributions que vous-même CSE, et donc ils se mettent d'accord pour l'organisation et le fonctionnement. Après la création d'un comité inter-CSE, c'est plus courant. En général, ils regroupent des CSE d'un même groupe. Donc, si ce n'est pas remonté effectivement au CSE central, la gestion des ASC, ça peut être par la création d'un comité inter-CSE sous une forme associative, avec mutualisation des moyens budgétaires ou des moyens humains s'il en existe. Ensuite, il y a tout simplement la gestion directe par le CSE lui-même, comme la plupart d'entre vous, par des personnes désignées par le CSE, par une ou des commissions spécifiques. Peut-être que nombre d'entre vous ont une commission arbre de Noël, une commission vacances, une commission pêche, une commission sportive, voilà. Certains d'entre vous ont des commissions qui ne sont aujourd'hui, bien sûr, non obligatoires par le Code du travail, contrairement aux commissions économiques, de logement ou la commission santé, sécurité, conditions de travail. Voilà, mais souvent, c'est un peu une question d'organisation du CSE par rapport à ça. Et des organismes créés par le CSE à qui il donne délégation. Il y a par exemple, on retrouve souvent une association sportive à qui le CSE verse un budget et qui va donc gérer tout ce qui concerne le sport au sein du CSE. Si on continue quand même dans cette définition des activités sociales et culturelles, on a quand même un arrêt de la Cour de cassation de 1975 qui a défini cette notion d'ASC et il en résulte une définition qui met en évidence ce qui peut être qualifié d'ASC. Donc, je vais vous la lire parce que cet article, enfin cette jurisprudence qui définit cette notion d'activité, dit une activité non obligatoire légalement, quelle que soit sa dénomination, la date de sa création et son mode de financement, exercée principalement au bénéfice du personnel de l'entreprise, sans discrimination, en vue d'améliorer les conditions collectives d'emploi, de travail et de vie du personnel au sein de l'entreprise. Vous voyez que j'ai souligné quelques mots. Donc, ça veut dire quoi? Avoir un caractère facultatif. Les ASC sont là pour contribuer à l'amélioration de mes conditions de vie et de travail, donc en tant que salarié, et elle est destinée uniquement au personnel de l'entreprise ou à leur famille, et surtout, ce qui est important, c'est sans discrimination. On peut considérer que le caractère facultatif, le fait d'amélioration des conditions de vie et la destination au personnel sans discrimination sont des conditions majeures, voire qui vont pouvoir se cumuler. On va approfondir un petit peu ces 3 notions. La liste des ASC, dont vous avez vu, donnée par le Code du travail étant non exhaustif et désuète, la Cour de cassation donc, a retenu ces critères, la Cour de cassation dont je viens vous parler de 95, donc avec ce caractère non obligatoire pour l'employeur,
on l'a dit. Donc, il est dit que la contribution donnée au CSE est destinée au fonctionnement des institutions qui ne sont pas légalement à la charge de l'employeur. Donc, le CSE ne va pas pouvoir les revendiquer. Effectivement, l'employeur, d'un point de vue législatif, a des obligations, par exemple pour la mutuelle, les primes de transport, et là, vous n'allez pas pouvoir revendiquer ce caractère d'activité sociale. En tout cas, ça va être du social, une prime de transport, participation à des frais de restauration. Ensuite, une activité visant à améliorer les conditions de vie et de travail. Donc là, le champ est très large. Vous pouvez voir, je vous ai mis activité éducative, culturelle, protection sociale. Ça, c'est en lien avec les conditions de vie. La bibliothèque, les chèques lire, les cultures, la vacance, l'organisation de spectacles de Noël, les chèques CESU, les secours que vous pouvez être amené à verser à des salariés, en tout cas les aider dans des difficultés, les prêts d'argent que pour certains vous faites. Ensuite, sur les conditions de travail, ça va être peut-être la machine à café, la machine à boisson que vous allez mettre en place. On peut dire que ça améliore d'avoir le petit café d'offert par le CSE. Une dernière notion, cette destination en priorité au personnel de l'entreprise, et surtout sans discrimination. Et souvent, cette notion de discrimination fait l'objet de difficultés d'appréciation de cette notion Donc voilà. On va approfondir cette notion afin de vous éclairer et surtout que vous ne commettiez pas d'erreur, tout simplement pour ne pas vous retrouver avec nos amis de l'URSSAF qui sont très friands de cette notion de discrimination quand ils viennent vous contrôler. Donc, la notion de discrimination, il n'y a pas de définition par rapport, en tout cas dans le cadre des activités sociales et culturelles. En général, on apparente cette notion de discrimination avec l'article 1132-1 du Code du travail, si vous voulez, qui s'applique à l'employeur, où aucun salarié, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, de période de formation, et aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son âge, de son sexe, de ses origines ou de son appartenance syndicale, de ses opinions politiques, des choses comme ça. Et il y a systématiquement discrimination lorsqu'un traitement est différent quand il est appliqué à deux personnes qui remplissent les mêmes conditions pour bénéficier de cette prestation. On parle de critères sociaux objectifs et prédéterminés. Il y en a un qui vient souvent et qui peut être considéré comme discriminatoire, c'est l'ancienneté, ainsi que la présence effective sur l'année. Ces deux notions, l'ancienneté et la présence effective sur l'année, sont aussi considérées comme des éléments discriminatoires par le ministère du Travail. Donc, il y a des arrêts de la Cour de cassation. Et on a eu aussi quelques arrêts qui sont tombés. Par exemple, sur la durée du travail, un bon d'achat dont le montant varie en fonction de la durée du travail. Donc, il y a un arrêt de la Cour de la Chambre sociale de 2016 qui a condamné un comité d'entreprise à l'époque. L'ancienneté, un bon d'achat de 150 € pour les salariés de plus de 6 mois et un bon d'achat de 100 € pour les salariés de moins de 6 mois, c'est discriminatoire, c'est redressable. Il y a eu aussi un arrêt là. Le niveau de rémunération du salarié, des chèques vacances avec participation du CSE en fonction du niveau de rémunération classé en 4 catégories. Ils ont considéré, ça a été un arrêt de la Chambre sociale de 2016, ça a été considéré comme professionnel et non social. En fin de compte, ce qu'ils ont considéré qu'il aurait fallu prendre en compte les revenus du ménage. Il y a d'autres différences de traitement aussi en fonction de l'origine, du sexe, des mœurs, l'orientation sexuelle, l'âge, la situation de famille, opinion politique, activité syndicale, convictions religieuses, état de santé et bien d'autres. Donc attention effectivement sur cette notion de discrimination.
Souvent, dans nos formations, on entend les salariés à temps partiel, en maladie, en congé maternité, en congé parental. Ah, mais non, on ne leur a pas donné les chèques vacances. Ils ne cotisent pas, de toute façon, ils n'ont pas droit. Bon, déjà, aucun salarié ne cotise aux activités sociales et culturelles et ils ont droit parce qu'ils continuent d'avoir un lien contractuel avec l'employeur. Donc, ne les oubliez pas. Un salarié peut réclamer, alors on n'a pas la durée, enfin, il peut remonter jusqu'à 3 ou 5 ans. Je vous avoue que je n'ai pas trouvé les textes, mais on vous apportera une réponse plus tard. Mais le salarié peut effectivement réclamer son dû. Et c'est arrivé. Sur la modulation des activités, vous pouvez effectivement faire une modulation de vos activités selon 2 principes admis par la jurisprudence. Rien n'est prévu par la législation. Donc, il y a un principe d'équité, mise en place de critères de différenciation obligatoirement sur des éléments objectifs. Qu'est-ce qu'on entend par des éléments objectifs? Le quotient familial, le revenu du ménage. On est sur des éléments objectifs parce que le salarié va vous fournir sa feuille d'impôt. Donc là, c'est vraiment des éléments objectifs, puis ça peut être factuel, mais là, effectivement, c'est admis par la jurisprudence. Le deuxième critère, c'est un principe d'égalité. Tout salarié, je vous l'ai dit et peut-être que je me répète, doit pouvoir bénéficier des avantages et ou des activités de manière identique. Alors, même si, effectivement, on n'a pas envie de donner au directeur ses chèques vacances, bah si, il y a droit, au directeur ou à la directrice, hein, il y a droit de la même façon que tout salarié, mais peut-être avec une modulation, en tout cas. Donc, une modulation, donc, c'est des critères objectifs et pertinents en fonction de l'entreprise, sinon, le risque de redressement est vraiment avéré. Quoi qu'il en soit, ce que je vous conseille, c'est de penser à rédiger un document, une plaquette de communication sur la politique de vos activités sociales et culturelles, bien expliquer quelles sont les activités, pour qui, quelles sont les règles pour les avoir. Mais attention, vous ne mettez pas ça dans votre règlement intérieur du comité social et économique. Ça n'a rien à faire dans ce document. Votre règlement intérieur a un objectif pour votre fonctionnement interne du CSE, en aucun cas pour lister les activités sociales et culturelles. Et j'apporterai une dernière attention sur ces activités sociales et culturelles, le traitement des documents que vous allez avoir en votre possession. Vous êtes soumis à la RGPD, au règlement général sur la protection des données. Donc, tout CSE est aussi soumis à cette RGPD. Donc, soyez attentifs sur les listings que vous avez en votre possession. Je vous propose un petit sondage qui va nous mettre en œuvre Jordan. Le sondage est lancé. Merci. Donc, je vous invite à répondre aux petites questions pour prendre un petit peu la température. On vous laisse une petite vingtaine de secondes. Ensuite, j'afficherai les réponses et Sylvie, si tu le souhaites, tu pourras voir un petit peu les réponses et aussi échanger dessus. Alors, nous sommes à... Oh, ça monte vite, ça monte très vite. 23 réponses, 24 réponses. Attentif. Est-ce que tout le monde va répondre? On va voir. Là, on sommes à la moitié, 35. Ah, ça bloque à 35. Ah, c'est bon, ça rentre. Il y en a qui n'ont pas de budget. Alors, tout le monde répond, de toute manière. Les avis sont parfois partagés sur certaines questions, notamment la dernière, sur l'employeur vous a-t-il fourni un document récapitulatif détaillant le calcul? Les avis sont assez partagés, je vous montrerai après les réponses. 100% de oui pour la première question qui est « Avez-vous un budget ASC ?» Ah non, on a une réponse négative. D'accord. Nous sommes à 48 réponses. Est-ce que encore des personnes souhaitent répondre? 49. Allez, je laisse encore une dizaine de secondes et après, je vais vous montrer les résultats. Ça n'a plus l'heure de bouger, donc je vais mettre fin au sondage et vous présenter. Merci Jordan. Et vous partager les résultats.
Donc, avez-vous un budget? Voilà, 96%. Connaissez-vous le montant de votre budget? Activités sociales et culturelles, OK, 86%, c'est bien. Le pourcentage aussi, c'est important, effectivement, de connaître le pourcentage de votre budget. Vous allez voir par la suite la dernière diapo que je vais vous présenter. Et du coup, le dernier, l'employeur fournit-il un document? 50%. Voilà, c'est important. Nous, on insiste beaucoup à Sésame pour que vous ayez ce document récapitulatif, tout simplement pour vérifier effectivement qu'on vous verse bien ce qu'on vous doit. Merci, Jordan. Je vous en prie. Donc, pour continuer, je n'ai plus la main sur mon PowerPoint. Avec les flèches de ton clavier, Sylvie. Non, ça ne marche pas. Ça m'a bloqué. Peut-être relancer, arrêter le partage et relancer. Oui, je vais. Voilà. Pour finir sur ces activités sociales et culturelles, je ne pouvais pas ne pas vous parler du financement. Bon, juste un rappel, il n'y a pas de minimum légal de budget d'activités sociales et culturelles, contrairement au budget de fonctionnement, où effectivement la loi établit 0,2% de la masse salariale brute. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, tout simplement, on dit que c'est la contribution annuelle fixée par accord d'entreprise. Donc, c'est un article du Code du travail qui vous précise ces données, ou par la convention collective, souvent des conventions collectives telles que la convention de 66 ou 51 du secteur social prévoit un 25 de pourcentage de la masse salariale brute. Et il est complété par cette phrase, à défaut d'accord, le rapport de la contribution à la masse salariale brute ne peut pas être inférieur au même rapport existant l'année précédente. C'est peut-être intordable à 11h30, mais le mode de calcul est le suivant. Vous devez prendre les dépenses de l'année ou en tout cas le montant de votre budget, vous le divisez par la masse salariale brute, d'où l'intérêt d'avoir un document de l'employeur, et vous multipliez par 100. Et à ce moment-là, vous vérifiez. Si vous avez des difficultés sur ce calcul, les équipes de Sésame peuvent vraiment vous accompagner et vous permettre de vérifier que ce que l'on vous verse est juste. Voilà, je vous remercie de votre attention sur cette première partie du webinaire. Donc maintenant, notre deuxième partie, la politique des activités sociales et culturelles hier et aujourd'hui. Et je vais laisser la parole à nos deux invités. C'est bon, vous m'entendez? J'ai tout remis? On t'entend, il n'y a pas de problème. Bonjour à toutes et tous. C'est compliqué de faire cette intervention là quand on ne voit pas en fait à qui on parle. Donc moi, ce que je vous propose, c'est peut-être de dire quelques généralités sur le fonctionnement du CSE Michelin et son projet politique, si je puis dire, et puis peut-être illustrer par une action qu'on a faite récemment sur la question des vacances, et avec et notamment lié au contexte post-Covid. Donc, alors déjà peut-être un premier élément. Moi, je ne suis pas élu du CSE, je suis bien un salarié, et donc voilà, je suis un permanent de la structure depuis maintenant 5 ans. Et quand j'ai pris la direction, ça s'inscrivait dans un constat des élus du moment de la nécessité de remobiliser le CSE sur des questions de sens. C'est-à-dire que je pense que comme nombre de participants autour de la table, il y a une difficulté à se remobiliser sur des objets, des enjeux, d'une parce que ça prend du temps, mais aussi parce que si c'est simple, c'est assez compliqué, c'est assez facile de dire ce que n'est pas un CSE, on ne veut pas que ce soit un distributeur, on ne veut pas que ce soit que du pouvoir d'achat, etc. Mais quand il s'agit de répondre oui, mais du coup on fait quoi, c'est pas si simple.
Donc même un CSE comme le CSE Michelin, avec des moyens un peu atypiques dans le monde de CSE, est traversé par les mêmes questionnements que le commun, que le commun des CSE. Donc on a d'abord travaillé à la formalisation d'un projet politique. Alors c'est un mot que j'emploie souvent, mais c'est dans le beau sens, c'est dans le beau sens du terme, c'est-à-dire qui renvoie ou qui questionne quelle vision on a du monde, de la société dans laquelle on vit et à quelles aspirations on a et comment est-ce qu'on peut contribuer à ces aspirations de là où on est. Donc, on a travaillé à une formalisation de ce projet avec, pour donner, illustrer la difficulté du moment et la perte de sens que les élus de l'époque avaient identifié. Donc, le CSE Michelin, alors que je ne sais pas si c'est que l'Auvergne qui est présente là ou c'est bon, donc c'est non, C'est national. Donc c'est National. Pour ceux qui ne connaissent pas Clermont Michelin à Clermont, c'est 10 000 salariés, on a 35 000 bénéficiaires, on a une dotation annuelle de près de 8 millions d'euros, on est 28 permanents, il y a 70 élus. Enfin voilà, on est il y a vraiment des moyens conséquents. Et ben même en étant dans cette situation-là, la question du sens et de la perte de sens, elle se pose. Et donc je voulais l'illustrer très concrètement. Dans le rapport d'activité du CSE en 2015, au chapitre culture, la seule chose qui figurait dans le rapport d'activité du CSE, c'était la billetterie Mes Clubs. C'est-à-dire que, alors que le CSE Michelin a une grande histoire, Sylvie, tu l'as rappelé tout à l'heure, y compris de conflits avec l'employeur sur la capacité à affirmer une gestion des activités sociales et culturelles en autonomie. Il y a eu il y a toujours une médiathèque, il y a eu des bibliobus qui ont été mis en place, etc. dans les années 70. Donc, un grand passé, y compris sur les questions culturelles. Bon, en 2015, la seule chose que le CSE affiche à ce moment-là, c'est une billetterie, qui en plus est externalisée. Donc voilà, une volonté des élus de se remobiliser, de retrouver du sens. Si je devais donner une seule ligne, parce que je sais que le temps m'est compté, c'est le CSE a voulu s'affirmer comme acteur de son territoire et comme un CSE citoyen, c'est-à-dire qui essaie d'échapper à la question de la demande ou pseudo-demande de distribution de pouvoir d'achat en se réaffirmant comme étant acteur de son territoire. C'est aussi une manière de se dire qu'on n'est pas là que pour répondre à la demande. Tout simplement parce que la demande, ça n'existe pas. C'est un construit social. Ce n'est pas une réalité objective qui s'imposerait à nous, c'est quelque chose qui est socialement construit et de la même manière que c'est comme si on voulait construire nos activités sociales et culturelles sur les opinions. On sait bien ce que ça donne dans la grande politique quand nos politiciens réagissent uniquement à partir des sondages d'opinion qui vont être en plus changeants selon l'événement ou l'actualité qu'il va y avoir au moment où le sondage est fait. C'est un petit peu la même chose que nous concernant. Si on considère qu'on est là que pour répondre à la demande qu'on va mesurer par exemple par des enquêtes de satisfaction, c'est qu'on est dans une espèce de gestion à l'opinion qui ne construit rien et qui surtout dépolitise complètement notre action. Une des manières de revenir, à mon sens, sur du sens, c'est de se dire qu'on ne répond pas à une demande, mais à des besoins, et qu'il faut donc travailler à l'identification de ces besoins sociaux. À quel besoin social le CSE a-t-il besoin de répondre aujourd'hui? Il me semble que là, c'est des pistes qui permettent de sortir un petit peu de cette ornière là, de la demande qui va être du coup très vite consumériste. C'est aussi peut-être, alors de manière un peu plus abstraite, se dire que un CSE, c'est un espace collectif qui doit à mon sens, se réaffirmer comme un espace intermédiaire, comme un corps intermédiaire où justement se fabrique le besoin social, où on identifie la demande sociale, et que là, on n'est pas dans une réponse mais dans une contribution à la réponse et où voilà, on essaie, c'est un lieu où les choses s'inventent, il faut s'assumer et accepter que on contribue en fait au social, à la demande sociale, à ce construit social que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, juste ces petits fondamentaux et très concrètement, comment est-ce que ça a pu se décliner très récemment au CSE Michelin. Comme nombre d'entre vous, je suppose, l'année 2020 a été très très compliquée et il y a eu beaucoup moins de départs en vacances puisqu'évidemment les départs ont été empêchés et ça fait que de notre côté, on s'est retrouvé en 2020 avec un excédent très très important. Du fait, encore une fois, de ces non-départs, il n'y a plus de spectacle, il n'y a plus rien. Donc, évidemment, la spécificité de notre modèle économique, d'une certaine manière, c'est que moins on travaille, plus on est riche. C'est bizarre, mais c'est notre caractère atypique. Donc, il y a eu, au dernier trimestre 2020, une demande des élus pour travailler à une utilisation de cet excédent sur l'année 2021, mais en essayant d'échapper
à la logique de redistribution des chèques, notamment par des chèques vacances, qui sont un très bel objet. Hein. J'ai déjà expliqué ce dont je vous parle par ailleurs, et on m'a demandé si j'étais contre les chèques vacances. Surtout pas, c'est un très bel outil, donc il faut qu'on soit très fier, et pour lequel il faut c'est un monopole qu'on doit absolument garder, et j'espère que le secteur marchand va pas trop réussir à attaquer ce monopole de la NCV. Donc, mais en tout cas, l'idée, c'était qu'on ne soit pas que dans cette logique de redistribution d'argent. On était sur une enveloppe assez importante, hein, puisque ce qu'on a décidé, c'est de bloquer sur l'année 2021 entre 300 000 et 500 000 euros. Donc voilà, sur des montants qui sont relativement importants, mais ramener à nos 10 000 salariés, ça, si on avait fait des chèques vacances, ça veut dire qu'en moyenne, on aurait distribué entre 30 et 50 euros par salarié, avec un effet social sur le territoire qui aurait été sans doute quasiment nul. En plus, à cette période, ça se trouve, la plupart de ces chèques vacances allaient dans une chaîne de restauration rapide bien connue. Donc, il y avait l'idée de se dire qu'il faut qu'on échappe à ce biais habituel. Et donc, ce qu'on a décidé, c'est de travailler avec des acteurs de proximité pour proposer sur les ailes de saison des courts séjours dans le Puy-de-Dôme, donc 1 heure de route maximum du siège de l'entreprise. Et donc, on a travaillé avec le parc naturel régional du Livre de la Forez. Les parcs naturels sont vraiment des espaces à privilégier pour ceux qui en ont près de vous sur la question du tourisme. Il y a vraiment des choses formidables à faire avec ces réseaux. Et la route des villes d'eau, donc dans le Puy-de-Dôme, il y a un patrimoine du thermalisme qui est très, très présent. Et cette association-là travaille à revaloriser et à travailler sur une offre touristique en lien avec ce patrimoine. On a travaillé avec eux à des offres un petit peu spécifiques pour le CSE, avec des aides qu'on a prévues qui sont en moyenne à 75%, c'est-à-dire que des séjours qui coûtent 500-600 euros, ils coûtent finalement à l'adhérent, au bout du compte, pour une famille de 4, 150 euros. Donc, en pension complète avec les activités. Donc, quelque chose qui est très, très aidé. Et on prévoit qu'il y ait 1000 départs dans le Puy-de-Dôme grâce à ces séjours très, très aidés. En fait, il semble que ce qui est important là dans le travail qu'on a fait, c'est de se dire qu'on identifie sur le territoire des acteurs clés avec lesquels on va non marchands, ce sont 2 associations. Enfin, le parc naturel, c'est un statut spécifique, mais en tout cas, c'est pas des acteurs marchands. On travaille avec eux à l'émergence d'une offre spécifique nouvelle. On est sur ces courts séjours, c'est dans l'air du temps, mais c'est assez peu travaillé. C'est des courts séjours, c'est-à-dire que c'est pas des courts séjours à Malte, à Londres, où on prend l'avion dans des logiques un peu aberrantes d'un point de vue écologique. On prend sa voiture le samedi matin, et à 1 heure de route, on a un lieu de vacances sur des territoires qu'on connaît, même si ce sont les nôtres, qu'on connaît peu. Il y a des trésors de chaque. Je pense que dans chaque département, il y a des choses à découvrir. Les Parisiens connaissent assez peu la Tour Eiffel, j'en suis à peu près persuadé. Donc, comment est-ce qu'on reporte un regard de touriste sur son territoire de vie? Il y a des choses vraiment très, très importantes à travailler. Il y a aussi un effet de solidarité avec nos territoires, c'est que nous, on va injecter du coup des montants plutôt conséquents. Alors, ça n'a pas changé la face du monde non plus, mais c'est quand même des montants assez importants. Donc, il y a une logique de solidarité du CSE avec son territoire sur ces questions. Voilà, j'ai essayé d'aller au plus vite. J'espère que j'ai réussi à être clair malgré tout. Voilà, mais comment est-ce qu'on retravaille sur des fondamentaux politiques qui trouvent une concrétisation avec une solidarité territoriale, écologique, etc., et qui favorise aussi le départ, puisque évidemment, comme tous et toutes les salariés Michelin sont épuisés par ces 18 mois très difficiles, là, et qu'on puisse offrir des moments d'escapade, c'était important. Voilà. Merci Lilian de ton intervention. Donc, on ne vous cache pas qu'on est un peu en retard. Hein. Voilà, je vous le précise comme ça. C'est fait, c'est dit. Laurence, je vous laisse la parole. Je vous remercie. Moi, je vais intervenir rapidement. On n'est pas tout à fait dans la même configuration. Hein. Nous, on est un tout petit CSE. Aujourd'hui, pour la société SDL Alsace, on a 130 personnes. Donc, nous, aujourd'hui, la problématique qu'on a rencontrée, c'est que dans nos activités sociales et culturelles, on avait tout ce qui était chèques vacances, cartes cadeaux, et sinon, on était sur des
des rencontres historiques, des moments de rencontre par déjà la fête de fin d'année, des sorties en parc d'attractions, en marche gourmande, une sortie au théâtre. Et forcément, l'année dernière, tous ces moments-là ont dû être annulés. Et on a repoussé en fait en espérant à chaque fois qu'on pourrait plus tard faire quelque chose. Et puis à un moment, la fin d'année est arrivée et là, on a dû se dire, bon, cette année, en termes de rencontres, on fera plus rien. Qu'est-ce qu'on peut quand même faire? Et c'est vrai que nous, on a pris le parti de donner ce qu'on pouvait au maximum sur le budget. Donc, on est allé au maximum sur les cartes cadeaux, on a fait également un panier garni et les retours qu'on en a eu étaient plutôt bons parce que finalement, les collaborateurs ont été satisfaits qu'on aille dans ce sens-là et qu'on dise, on sait que tout ce qu'on aime tous, c'est de pouvoir se voir et passer du temps ensemble. On peut pas le faire et malheureusement, on sait pas quand est-ce qu'on pourra à nouveau le faire. Donc, à titre individuel, on vous donne l'opportunité de vous faire plaisir. C'était une décision qui était un petit peu pas compliquée parce que c'était l'évidence de la situation sanitaire, mais c'est vrai qu'au sein du CSE, on était un petit peu divisés. Il y avait ceux qui très tôt dans l'année ont dit on voit pas d'horizon favorable, il faut tout de suite se positionner. D'autres qui au contraire voulaient garder l'espoir qu'on pourrait se retrouver. Mais voilà, on n'a pas pu, on a pris cette décision-là et je crois qu'on était tous satisfaits de voir que les retours qu'on en avait étaient positifs et à voir cette année ce qu'on pourra faire. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui manque aux gens, c'est la convivialité. Donc, plus vite on pourra se retrouver et faire des choses ensemble, et mieux ce sera. Merci beaucoup. Merci Laurent, c'est une belle fin d'intervention, je dirais. Donc, avec pris ces 2 heures d'intervention, politique, activité sociale et culturelle, de quoi parle-t-on? On va finir là-dessus. Vous avez toujours essayé de vous adapter aux besoins des salariés et à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, ça j'en suis persuadée. Aujourd'hui, la fusion des instances n'a pas modifié les activités sociales et culturelles, mais la perte de pouvoir d'achat des salariés a modifié en tout cas leurs attentes. Donc, s'ensuit évidemment une problématique pour vous de se réinterroger sur le rôle politique et la valeur que vous allez donner à vos activités. Bien sûr, il y a eu d'autres paramètres qui sont rentrés aussi dans cette réflexion. Le changement récent sur les pratiques culturelles des Français, recul de la télévision, de la radio, l'effritement de la lecture et évidemment, malheureusement, la période Covid-2000. Toute l'activité a été globalement interrompue. Les élus ont été beaucoup plus bousculés, préoccupés par des questions économiques, sociales, conditions de travail et de santé. Et cela, bien sûr, continue en 2021. Donc, cette alternance de travail-confinement se traduit par des non-dépenses des CSE, mais aussi sur une probabilité de baisse de vos budgets puisque la masse salariale se trouve diminuée du fait du chômage partiel. Donc, attention effectivement là-dessus. Donc, la question, c'est que vont devenir ces sommes? Est-ce qu'elles vont être reportées à l'identique sur les mêmes postes ou seront-elles réaffectées à d'autres postes et lesquels? En tout cas, je vous pose la question. Ceci pour effectivement que vous engagiez une réflexion politique de vos activités sociales et culturelles. Donc, comment engager cette réflexion? Il n'y a pas de méthode miracle, ni de méthodologie. Voilà, moi, je vais juste vous donner quelques pistes et conseils, sachant que pour aller au-delà, Sésame peut vous accompagner. Donc, cette réflexion peut s'articuler autour de plusieurs points. Un diagnostic des salariés à l'accès culture, loisirs, sport, vacances. Pourquoi pas établir un questionnaire pour connaître votre population salariale, leurs loisirs au quotidien, leurs pratiques sportives, culturelles, leur composition familiale, leur lieu de résidence, leur budget. Il est bien entendu que ce n'est pas leur désir que l'on souhaite recueillir, mais bien caractériser leurs pratiques. Définir aussi une charte
d'activités sociales et culturelles à l'égard des prestataires en fonction de leurs bonnes pratiques sociales, éthiques ou écologiques. Ça peut être privilégier les contacts locaux, circuits courts. Bon, Lilian Nobilet vous en a fait part de leur travail avec le territoire. Pour ces deux dernières idées, l'idée est de faire de vos activités sociales et culturelles aussi un levier de transition écologique au regard aujourd'hui d'une prise de conscience actuelle de la population et donc des salariés sur le devenir de notre planète. On en entend quand même beaucoup parler. Et dans cette réflexion, nous avons des partenaires qui peuvent vraiment vous accompagner sur cette démarche à ce moment-là. Une émergence d'idées, pourquoi pas créer un collectif avec des salariés des élus pour engendrer cette nouvelle politique. Un réseau aussi, peut-être des entreprises, des CSE d'entreprises qui sont à côté de chez vous, un petit peu, vous mutualisez, vous fédérez entre vous. Alors, s'ensuit voilà, peut-être des pistes d'activités sociales et culturelles, mais que peut-être vous avez déjà. Mais par exemple, pourquoi pas axer votre aide aujourd'hui sur les licences sportives pour les enfants, pour la culture, tous ces acteurs du monde de la culture, les associations locales, votre association communale, le club de foot, le club de rugby souffrent aujourd'hui, tous ces bénévoles souffrent énormément. Pourquoi pas proposer aussi des temps collectifs, une sortie d'une journée dans notre département, dans votre région, reconnecter les personnes entre elles, un lien social, Laurence l'a dit, essayer de développer une vraie culture donc d'aide aux vacances, une participation sur la billetterie peut-être plus locale, au lieu de se focaliser uniquement sur la participation sur des billets de cinéma. Une semaine d'animation avec un challenge éco-responsable, initié au tri, au gaspillage, avec un petit challenge, des gobelets éco-cup pour le café, voilà. Pourquoi pas être force de proposition pour du covoiturage entre salariés, si vous voulez aussi, des soirées surprises, voilà. Je pense que vous saurez peut-être inventer ou réinventer votre politique. En conclusion, je dirais que les CSE d'aujourd'hui ne peuvent proposer que selon leurs moyens, bien sûr, et en fonction de leur tradition. Il y a quand même une histoire dans vos structures, leur expérience, des valeurs que vous cherchez à défendre et à promouvoir, et aussi de l'interlocuteur, l'employeur. Pour en terminer, je vous recommande la lecture de l'enquête de l'Institut de recherche économique et sociale qui a été menée en 2018-2019, également en 2020, avec la participation notamment d'une ancienne salariée de Sésame qui est Marie-Noëlle Auberger. Voilà, pour moi, j'en ai fini sur la politique ASC. Je vais laisser la parole à Kevin sur cette troisième partie sur l'URSSAF, les risques et comment sécuriser le CSE. Merci Sylvie. Alors, bonjour à tous. J'en profite pour vous saluer. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet, dans la partie la plus technique en fait du sujet. C'est donc le contrôle URSSAF, finalement, de vos activités sociales et culturelles. Alors, je vais déjà commencer par essayer de vous partager le PowerPoint. Sylvie, si tu peux le repartager, il a disparu. Ah non. Merci. Petit bug aussi. Et reprendre la main dessus. Voilà. Alors, sur l'URSSAF, le problème, je l'ai lu dans vos commentaires, les salariés ont des attentes aujourd'hui du CSE, c'est notamment l'augmentation finalement de leur salaire par la technique des bons d'achat. On l'a dit, ça pénalise bien évidemment les augmentations de salaire. Et derrière, nous avons bien évidemment donc un contrôle de l'URSSAF, puisque normalement, tout ce qui est donné aux salariés constitue un avantage et est donc soumis à cotisation de sécurité sociale, l'URSSAF étant le collecteur de ces cotisations. Logiquement, tout ce qu'un CSE va donner aux salariés, puisque ça constitue a priori des suppléments, entre guillemets, de salaire, va donc être soumis à ces cotisations. Les chèques cadeaux, les aides sont donc normalement soumis à cotisation. C'est vraiment le principe de base. Bien évidemment, étant donné qu'on est dans des aides sociales, des accompagnements culturels, toute une technique d'exonération a été mise en place par l'État, par donc les URSSAF, à partir du moment, et je reviens sur ce que Sylvie a dit, où ces avantages sont alloués sans discrimination. Voilà. Tout ce qui va être social et culturel va donc ouvrir droit pour les CSE à l'exonération de cotisation de sécurité sociale. Mais alors attention,
l'exonération n'est jamais totale. Il faut rentrer dans un cadre assez précis des activités sociales et culturelles et un cadre précis de la législation URSSAF. Nous avons donc comme exemple les chèques vacances qui sont totalement exonérés de cotisations, quel que soit leur montant, des chèques culture qui sont également exonérés, mais il y a des petits mais, c'est toujours le principe de la législation sécurité sociale en France. Vous avez le grand texte et vous avez le mais qui vient contredire à chaque fois le principe. Et tout ce qui va être participation au voyage, aux vacances par le CSE est également soumis à certaines conditions. Voilà. Alors, pour les hypothèses d'activité sociale et culturelle, on en a 3, je vous les affiche tout de suite. Soit c'est soumis à cotisation automatiquement, soit c'est totalement exonéré automatiquement, soit c'est exonéré sous condition. Quelques exemples. Soumis à cotisation, c'est tout ce qui va être prime, puisque la prime, c'est du salaire, ça rentre donc dans les cotisations de sécurité sociale, ce sont des compléments de rémunération. Ce qui est exonéré automatiquement, je vous l'ai dit juste avant, nous avons le chèque culture, le chèque vacances ou les secours. Les secours, un exemple très simple, un salarié décède dans l'entreprise, le CSE veut aider la famille, on va rentrer dans la notion de secours, notion qui est parfaitement aujourd'hui définie par les URSSAF. Et enfin, troisième hypothèse, c'est l'exonération sous condition. Alors, ça va être notamment les chèques cadeaux, ce qui va vous intéresser, je suppose, le plus, puisque c'est cette technique-là qui va être limitée, les bons d'achat, chèques cadeaux, les titres restaurants, si c'est le CSE qui les fournit, médaille du travail, garde d'enfants, etc. Nous avons des conditions posées par les URSSAF. Alors, au niveau des conditions, c'est très simple. Bon d'achat, on va se focaliser un peu sur ces derniers. Ces bons d'achat et ces cadeaux que le CSE fait aux salariés sont normalement soumis à cotisation de sécurité sociale et sont exonérés dans une limite de 5% du plafond mensuel de la sécurité sociale. En plus clair, chaque année, vous pouvez donner 171 € de bons d'achat aux salariés en évitant de payer des cotisations de sécurité sociale. Ouais. Donc, c'est 171 € net pour tout le monde, pour le CSE comme pour le salarié. Aucun prélèvement social dessus. Mais, à côté, vous pouvez encore faire d'autres bons d'achat si vous le souhaitez, ou d'autres cadeaux liés à des événements qui sont listés par les URSSAF. La liste des événements, vous les avez sur le site URSSAF. Nous vous les avons repris dans le support en cas de naissance, adoption, mariage, Pax, retraite, fête des mères, fête des pères, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, alors attention, ce n'est pas la fête traditionnelle de l'Est de la France, hein, c'est les hommes célibataires de moins de 30 ans, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, enfin, c'est quasiment plus pratiqué. Et puis, la rentrée scolaire et Noël. Voilà. Noël pour les salariés et les enfants et la rentrée scolaire pour les enfants avec des conditions d'âge dans ces deux dernières hypothèses. Pour ces événements-là, vous avez le même principe, c'est que vous avez une exonération des bons d'achat ou des cadeaux offerts dans le cadre de ces événements. Ce qui nous donne plusieurs hypothèses. La méthode de réflexion est la suivante. Soit vous ne dépassez pas à l'année 5% du plafond de la sécurité sociale en bons d'achat. Donc tous les bons d'achat confondus, vous ne dépassez pas 171 €, vous n'avez pas d'autres questions à vous poser, vous êtes totalement exonéré. Maintenant, si vous souhaitez en faire plusieurs, vous allez avoir une autre solution de raisonnement, une autre hypothèse. Chaque bon d'achat doit répondre, si on excède les 5% du plafond de la sécurité sociale, ça veut dire que vous avez déjà fait un bon d'achat à 171 €, mais vous souhaitez pour une naissance réoffrir quelque chose, on doit avoir le bon d'achat qui est attribué à l'événement en cause, qui doit avoir une utilisation déterminée. Exemple, pour une naissance, vous ne pouvez pas offrir de bon d'achat
j'ai envie de vous dire, je ne sais pas, je vais prendre l'exemple Michelin des pneumatiques, mais vous pourrez offrir un bon d'achat pour une poussette, pour des enseignes en tout cas liées à la puériculture, sans problème. Et enfin, le bon d'achat ne doit pas dépasser 5% du plafond mensuel, lui aussi, de la sécurité sociale, c'est-à-dire 171 €. Dans cette hypothèse-là, si les 3 conditions sont remplies, le bon est exonéré. Si une des conditions n'est pas remplie, le bon est soumis à cotisation de sécurité sociale. Pour faire plus simple, pour essayer de condenser de façon très rapide, si vous faites plusieurs bons d'achat, vous aurez le droit en fait à 171 € hors événement une fois dans l'année, puis 171 € maximum pour chaque événement, à condition que le bon d'achat ait une utilisation déterminée et rentre bien dans la notion de l'événement. Ce qui veut donc dire que vous pouvez faire un bon d'achat à 171 € totalement libre, plus un bon d'achat pour une adoption ou une naissance, plus un bon d'achat pour le Noël des enfants, et un chèque culture, puisque le chèque culture est, lui, en dehors de la technique des bons d'achat. Attention toutefois, si jamais vous vous trompez, je ne vous le souhaite pas, les cotisations de sécurité sociale ne sont pas dues au-delà du montant de 171 €. C'est-à-dire, vous dites, je fais 200 € de bons d'achat, donc j'aurai 29 € de soumis à cotisation. Bon, ça nous fait 10 € de cotisation de sécurité sociale, un peu plus, pourquoi pas? J'ai les moyens, je le fais. Non, ce n'est pas ça. Si jamais vous avez un contrôle URSSAF et que vous vous êtes trompé dans votre technique des bons d'achat ou des cadeaux, les cotisations repartent à partir de 0. C'est-à-dire que si vous avez fait 200 € de bons d'achat, vous payez des cotisations de sécurité sociale, non pas sur les 29 € de différence, mais sur les 200 €. Ce qui fait un redressement généralement pour les CSE assez conséquent. Voilà pour ces techniques de bons d'achat et de redressement. Alors, je vous propose du coup un petit quiz justement sur ces techniques de bons d'achat, savoir si vous avez bien compris cette technique, et puis on débriefe juste après les réponses que vous allez donner. Première question, un bon d'achat de 200 € pour une naissance est-il soumis à cotisation? Alors, ce bon d'achat est bien évidemment soumis à cotisation ici, puisqu'il dépasse le plafond d'exonération URSSAF. L'événement est à normalement 171 €, 5% du plafond, 200 €. On a donc des cotisations. Deuxième question, un CSE qui donne un bon d'achat de 150 € annuel et un chèque culture de 100 €, y a-t-il un risque URSSAF? 150 € annuel, on est dans le plafond de sécurité sociale pour le bon d'achat, donc on est bon. Le chèque culture est, lui, totalement exonéré. Il n'y a donc aucun risque URSSAF. Et enfin, le CSE qui propose des cartes cadeaux à tous les salariés, mais avec des conditions de 3 mois d'ancienneté pour les alternants, vous risquez un redressement puisque ici, vous avez une mise en place discriminatoire de la carte cadeau, donc le CSE peut éventuellement, si l'URSSAF le décide, faire l'objet d'un redressement, en tout cas faire l'objet d'une mise en demeure de l'inspecteur URSSAF. Voilà pour les petits exemples que l'on peut vous donner. Alors, j'en finirai par deux choses. Un réflexe important, si vous avez des questions, le site de l'URSSAF est quand même pas trop mal fait. On trouve beaucoup de choses, alors qui sont assez limitées quand même. Ce n'est pas une encyclopédie juridique non plus, sinon ce serait trop simple. Deuxième chose, si vous avez un doute, l'URSSAF, c'est aussi un conseil avant d'être l'organisme de redressement. Donc, n'hésitez pas à les contacter, à faire des demandes en recommandé à l'URSSAF sur vos interrogations ou à contacter vos correspondants Sésame qui peuvent aussi vous aider, bien évidemment, sur les questions URSSAF. On est également là pour ça. Et puis, dernière petite chose, je ne vous l'ai pas dit et je le gardais pour la fin. Pardon. L'URSSAF considère que tout ce qui va être cadeau ne peut pas être du cadeau alimentaire. Alors, faites bien attention à ça. Les bons d'achat n'ont pas pour objet des aliments. Donc, il est hors de question de pouvoir acheter des pâtes, du riz, du blé, des choses de première nécessité par la technique des bons d'achat. Mais là où parfois c'est complexe,
on a le droit d'offrir du foie gras, du champagne, des chocolats, parce que c'est du produit de luxe et non nécessaire. On se souvient des comités d'entreprise qui étaient surnommés les comités patates, qui aidaient les salariés à survivre. Et aujourd'hui, l'URSSAF vous dit clairement, le CSE n'est pas là pour aider les salariés à survivre. Ça, c'est le rôle des augmentations de salaire, de la délégation syndicale, de l'entreprise elle-même, mais certainement pas d'un CSE. On en revient toujours à la même chose. Le CSE n'est pas là pour augmenter les salaires et favoriser le pouvoir d'achat normalement des salariés. Je sais bien qu'en tant qu'élu, c'est une position parfois complexe à tenir, puisque les salariés sont parfois habitués à ces bons d'achat ou réclament largement cette technique-là. Voilà pour ma petite intervention que j'ai essayé de faire le plus brève et compréhensible possible. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Sylvie et moi, nous tenons à votre entière disposition. Pour vous aider, donc le site de l'URSSAF, le lien pour l'enquête et pour la transition écologique, le site représente.org, nos numéros de téléphone, nos adresses mail que vous pouvez surcharger à souhait avec grand plaisir. Sylvie sera d'accord. Oui, avec plaisir, avec plaisir. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre participation. Merci à Laurence et Lilian de s'être rendus disponibles et merci à vous d'être venus. Merci à vous et excusez-nous pour avoir dépassé. Bonne fin de journée à vous tous.